Bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés aujourd'hui. Je suis venu vous parler de particules de plastique inférieures à 5 mm qu'on appelle des microplastiques. Donc, vous voyez par exemple ici une petite récolte le long d'une plage bretonne. Donc, ces particules-là que vous voyez ici, ce sont des granulés plastiques industriels essentiellement qui font 5 mm. Et donc, c'est la taille maximale de ces particules de microplastique. Et après, on va descendre dans les plus petites tailles jusqu'au micron et donc on va passer dans l'invisible. Donc, c'est d'autant plus important parce que sur 100 déchets qu'on va retrouver en mer, 90 vont être de cette taille-là, en fait, cette taille de microplastique. Et ça va être d'autant plus important que je vais vous expliquer tout à l'heure on les retrouve, ces microplastiques, dans l'ensemble de la chaîne alimentaire marine. Donc, la première question que nous sommes posées quand nous avons abordé la question il y a une dizaine d'années de ces microplastiques, déchets en mer, était de savoir bien sûr quel était le niveau de contamination sur les zones côtières, dans l'endroit où vivent nos espèces d'intérêt écologique et puis d'intérêt économique et alimentaire. Or, il y avait très peu d'informations. On avait déjà des informations sur les gyres, sur les zones océaniques, mais peu sur les zones côtières. Donc, nous sommes déjà allés faire des prélèvements, par exemple ici en rade de Brest, mais également maintenant en baie de Douarnenez, en mer d'Iroise ou en BDB en Normandie, dans le cadre du projet Preventing Plastic Pollution. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois qu'on va chercher des microplastiques, malheureusement, on va en trouver. En fait, la contamination est universelle. Alors après, la question qu'on se pose, bien sûr, c'est la question du niveau de contamination. Donc, par exemple, en rade de Brest, on retrouve une moyenne d'environ 1 à 2 microplastiques par mètre cube d'eau de mer, jusqu'à 7 microplastiques par mètre cube d'eau de mer. Donc, c'est somme toute assez peu. Ça fait l'équivalent d'environ pas plus d'une particule dans une baignoire. Et c'est environ 1000 fois moins que la contamination qu'on peut retrouver dans des zones comme la Méditerranée ou le golfe de Bengale en Asie. Pour autant, si on fait une extrapolation, ça fait à peu près 10 millions de particules flottantes à la surface de la rade de Brest, ce qui est quand même énorme. Et cette contamination, en fait, est importante puisque de par la petite taille de ces particules de microplastique et puis le fait qu'ils ont un comportement proche du plancton, eh bien, ils vont être facilement ingérés dans la chaîne alimentaire par les coquillages, crustacés, poissons. Et on va donc retrouver une contamination tout au fil de cette chaîne alimentaire. La question ensuite, alors après, du devenir de ces particules de plastique dans l'animal qui les aura ingérées et de ses impacts. Donc, le devenir, en fait, il peut être, soit il peut y avoir une obstruction du système digestif, mais c'est assez rare, ça va dépendre des types de plastique, comme par exemple les fibres, ou pour des déchets plus importants, mais ça on parle à ce moment-là de plus gros animaux marins. Et puis sinon, le devenir que nous voyons surtout au laboratoire pour des larves de poissons, pour des coquillages, eh ben, c'est un simple transit de quelques heures à quelques jours dans le tube digestif de l'animal qui les aura ingérés. Donc, dans ce cas-là, vous pourriez me dire un simple transit veut dire très peu d'effets, voire pas du tout. Et bien, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même des microplastiques qui vont transiter quelques heures à quelques jours dans le tube digestif des animaux qui les auront ingérés vont provoquer des effets. Alors, il y a deux types d'effets. Ça peut être des effets physiques. En fait, la simple présence de ces microplastiques dans le tube digestif de l'animal va perturber sa digestion. Il peut y avoir des sensations de satiété, par exemple. Et puis, faire que donc, on va avoir une réduction de l'énergie en fait, qui va rentrer par l'alimentation. Qui dit réduction d'énergie obtenue par l'alimentation, dit effet sur d'autres fonctions qui vont être très gourmandes en énergie, comme la croissance, la défense, donc les réponses immunitaires, et puis la reproduction. Le deuxième type d'effet qu'on peut étudier, c'est l'effet chimique. C'est-à-dire que durant ce transit digestif, en fait, eh bien, il y a des molécules, alors soit des additifs, des plastifiants, qui ont été mis dès la conception dans ces plastiques, ou des polluants organiques persistants qui, une fois en mer, ces microplastiques ont la propension à capter certains types de polluants organiques persistants. Et bien, donc, une fois ingérés, vont avoir la propension d'être libérés. C'est ce qu'on appelle de la lixiviation. Donc, il va y avoir une libération de composés chimiques de par ces plastiques dans le tube digestif de l'animal, qui peuvent avoir après des effets chimiques. On pourrait, par exemple, parler de perturbations endocriniennes et donc d'effets sur la reproduction. C'est ce que nous avions vu que lorsque nous avions exposé en fait, pendant plus de 2 mois des huîtres à des microsphères de polystyrène, nous avions vu une réduction de la quantité de gamètes des animaux qui avaient été exposés, du fait en fait, d'un moindre apport énergétique par l'alimentation, puisque la digestion était altérée. Et puis, nous avions aussi vu une moindre qualité de ces gamètes avec des phénomènes moléculaires, des signatures moléculaires de perturbations endocriniennes qui étaient visibles et qui avaient altéré la qualité des gamètes jusqu'à produire à la descendance suivante en fait, des retards de croissance, notamment au niveau larvaire, de l'ordre de 20%. Cependant, en fait, ces études avec des microsphères de polystyrène ne sont pas très représentatives de ce qui peut se passer dans la nature, puisqu'on a une variété de microplastiques de différentes sources, de différents types d'objets.
Et nous commençons à étudier maintenant disons, des microplastiques bien plus réels que l'on peut retrouver en quantité assez importante dans la nature, ou suspectées en tout cas. C'est le cas, par exemple, des microfibres synthétiques, et nous avons un travail en cours sur cela, et puis des fragments de pneumatiques, qui sont une vraie contamination. Et il y a un rapport de l'UICN qui en fait, fait des projections avec des quantités assez importantes de ces fragments de pneumatiques, jusqu'à 80% des particules de petite taille qui rentreraient dans l'environnement en projection dans les années 2040. Et donc, comme ces pneumatiques sont fabriqués jusqu'à 50% de leur masse par des additifs, des plastifiants, des métaux et des dérivés hydrocarbures, donc en fait des molécules chimiques, nous avons d'abord voulu étudier la perturbation chimique, l'effet chimique de ces pneumatiques, en fait, en trempant des fragments de pneumatiques dans de l'eau de mer, ce qui va leur permettre de lixivier, donc de libérer les molécules chimiques dans cette eau. Et en fait, cette eau, ensuite, on l'a donnée à des huîtres adultes, à des concentrations de très faibles jusqu'à fortes, pour voir les effets. De façon surprenante, dès la première concentration, en fait, on a vu des effets avec des réductions de la prise alimentaire de l'ordre de 50% et de la respiration de l'ordre de 20%. Ce qui est énorme et ce qui fait un bilan énergétique assez catastrophique par rapport à des huîtres qui n'étaient pas exposées à ces lixivia de pneumatiques. On n'a pas voulu s'arrêter là, on a voulu aller voir ensuite les effets sur d'autres stades de vie de l'animal, et donc on a exposé des gamètes, des embryons, des larves, donc des jeunes stades de vie de l'huître, donc toujours des lixivia, donc la libération de ces molécules chimiques à partir de différents types de caoutchouc, ce coup-ci, des pneumatiques, mais aussi des élastiques ostréicoles qui sont utilisés pour attacher les poches ostréicoles, et puis des granulés qu'on utilise à la conception en fait, des terrains de jeu, soit sportifs, soit pour enfants, qui sont en fait issus de recyclage de pneumatiques. Et donc, ce que nous avons vu, c'est que les matières neuves étaient beaucoup plus libératrices de molécules chimiques, il y avait beaucoup plus d'effets toxiques, notamment sur le développement embryo-larvaire, avec des malformations jusqu'à même de la mortalité, jusqu'à un maximum de 30% de mortalité. Et dans ce cas-là, le produit qui était le plus toxique, on va dire, c'était les élastiques ostréicoles, dans sa forme neuve, qui libérait le plus de composés chimiques et avait le plus d'effets négatifs sur le développement de ces larves d'huîtres. Tout ça pour dire que je suis en ce moment en direct de Brest Arena, donc de la salle à Brest, qui nous a accueillis pendant 3 jours en début de semaine pour faire la conférence de notre groupe de recherche polymères et océans, et donc regrouper à peu près 170 scientifiques pour s'échanger les derniers résultats autour de cette problématique des déchets plastiques en mer. Et puis les 2 derniers jours, donc hier et aujourd'hui, tourner vers les acteurs des journées opérationnelles qui s'appelaient Plastique Changement de Cap, pour essayer de se tourner vers les solutions et échanger entre décideurs, élus, gestionnaires, scientifiques, ONG, acteurs, citoyens. Et les résultats scientifiques en fait, dont je viens de vous parler, en fait, appellent forcément à des changements de comportement, à de la sobriété d'usage de plastique ou à des nouveaux matériaux qui pourraient être beaucoup moins toxiques pour l'environnement. Et donc, ces 2 jours-là étaient consacrés à ça. Et j'espère que ce soit les élus, les décideurs et les industriels, bien sûr, que tous ces acteurs en fait, s'empareront de ces problématiques et que les solutions arriveront rapidement pour résoudre le problème des déchets plastiques en mer, et en l'occurrence de ces tout petits déchets qu'on appelle les microplastiques. Je vous remercie de votre attention.